Le bruit avait attiré aux fenêtres les gens qui habitaient l'hôtel du maréchal de Rieux. Un écuyer du duc d'Orléans descendit dans la rue au moment où le crime venait d'être accompli. Il trouva son malheureux maître étendu sur le pavé, mort et tout mutilé. La tête était ouverte par 2 effroyables plaies. La main gauche avait été coupée. Le bras droit ne tenait plus que par un lambeau. Le jeune page était là, gisant, et rendait les derniers soupirs en disant « Ah, mon maître !» Le corps fut transporté dans l'hôtel de Rieux. La nouvelle de ce meurtre se répandit aussitôt dans tout Paris. La reine en fut la première instruite. La frayeur et le désespoir la saisirent. Beaucoup de seigneurs s'armèrent et allèrent former une garde au roi. Les princes se rassemblèrent sur le champ avec les principaux seigneurs du conseil. Le prévôt de Paris, mandé par le connétable, se rendit au plus tôt à l'hôtel de Rieux pour constater le crime et commencer les enquêtes. Puis il alla rendre compte au prince des circonstances déplorables dont il venait de prendre connaissance. On lui donna l'ordre de faire fermer les portes de la ville, de veiller à ce qu'il n'y eût aucun désordre dans les rues et de procéder aux plus sévères recherches. Le lendemain matin, le corps fut transporté à l'église voisine des Blancs-Manteaux. Ce fut au jour seulement qu'on ramassa dans la rue parmi la boue la main mutilée et la cervelle de ce malheureux prince. Toute la famille royale, désolée et consternée, vint en cette église rendre ses tristes devoirs au duc d'Orléans. Le duc de Bourgogne ne parut pas moins affligé que les autres. Jamais, disait-il, plus méchant et plus traître meurtre ne fut commis ni exécuté en ce royaume. Vendredi, le duc d'Orléans fut, ainsi qu'il l'avait dès longtemps ordonné, enseveli avec la plus grande et la plus triste pompe en l'église des Célestins, dans cette superbe chapelle qu'il y avait fait bâtir. Le convoi fut suivi de tout ce qu'il y avait de seigneurs et de chevaliers à Paris et d'une innombrable foule de peuple. Les coins du drap mortuaire étaient portés par le duc de Berry, le duc de Bourgogne et le duc de Bourbon. Ils étaient vêtus de deuil et on les voyait répandre des larmes. Cependant, les premiers soupçons s'étaient aussitôt portés sur un homme que le duc d'Orléans avait gravement offensé et qui, comme on savait, en avait conçu un mortel ressentiment. C'était Aubert le Flamand, seigneur de Cagny, ancien chambellan du duc. Il fut bientôt vérifié que depuis plus d'1 an, le sire de Cagny était loin de Paris. Bientôt, le prévôt de Paris sut qu'un porteur d'eau qui allait et venait dans la maison de l'image Notre-Dame, pendant que les assassins s'y cachaient, s'était retiré à l'hôtel d'Artois. Le prévôt se transporta aussitôt au conseil des princes. Le duc de Berry lui demanda dès l'abord s'il avait découvert quelque chose. « J'y ai fait toute diligence, dit le prévôt, mais je crois que si j'avais permission d'entrer en tous les hôtels des serviteurs du roi et même des princes, je pourrais connaître des auteurs ou des complices. » Le duc de Berry et le duc de Bourbon lui répondirent aussitôt qu'il lui était donné congé et licence d'entrer où bon lui semblerait. Le prévôt sortit. Pour lors, le duc de Bourgogne commença à pâlir, à changer de visage. Le duc leur dit que c'était lui qui, tenté et surpris par le diable, avait ordonné ce meurtre. À ce discours, ils furent saisis d'une horrible surprise, demeurèrent sans parole et tout épouvantés de ce qu'ils venaient d'entendre. « Je permets de neveu », furent les premiers mots que put proférer le duc de Berry en répandant un torrent de larmes. Le duc de Bourgogne sortit aussitôt en grand désordre et le conseil se sépara. Chacun était comme accablé et ne pouvait rassembler ses pensées ni concevoir une volonté. Ce qui les consternait surtout, c'était le degré de perversité qu'il avait fallu pour conduire un pareil dessein. C'était dès longtemps qu'il était préparé, comme on le sut bientôt. Le duc de Bourgogne avait choisi pour exécuter ce crime un ancien général des finances que le duc d'Orléans avait justement privé de son emploi pour d'indignes malversations. Cet homme, après avoir gagné plusieurs gens de toutes sortes pour l'aider dans son complot, chercha longtemps une maison pour s'y cacher avec sa bande, et trouva enfin le 17 novembre la maison, en guettant l'occasion. C'était précisément alors que le duc de Bourgogne se réconciliait avec son noble cousin, lui jurait fraternité, l'accablait de caresses, mangeait le même pain et buvait le même vin, recevait avec lui la sainte communion. Voilà ce qui faisait frémir. On cherchait à se rappeler toutes les circonstances, et il y eut alors des personnes qui crurent se souvenir que lorsque le duc de Bourgogne était entré le lendemain en l'église, le cadavre avait saigné à l'aspect du meurtrier. Le duc de Bourgogne, qu'un premier instant avait troublé, se remit bientôt et reprit toute son audace. Le lendemain, les princes étaient réunis en conseil. Il vint pour y prendre place. On lui fit dire de ne point entrer dans la salle. Pendant cette conversation, le duc de Berry vint à la porte et dit au duc Jean : «
« Mon neveu, déportez-vous d'entrer au conseil. On ne vous y verrait pas avec plaisir. » À quoi le duc de Bourgogne répondit : « Monsieur, je m'en déporte volontiers, et afin qu'on n'accuse personne de la mort du duc d'Orléans, je déclare que c'est moi et nul autre qui ai fait faire ce qui a été fait. » Sur ce, il tourna son cheval et se retira. Le duc de Berry resta stupéfait de cette assurance. Le duc de Bourbon arriva sur cette entrefaite et blâma fort de ce que l'on ne l'avait pas arrêté. En effet, bientôt après, il fut trop tard. Le duc de Bourgogne retourna sur le champ à l'hôtel d'Artois, prit 6 hommes seulement avec lui et s'en alla sans s'arrêter, hormis pour changer de chevaux jusqu'à la frontière de Flandre. Il arriva à Bapaume vers 1h après-midi et ordonna, en mémoire du péril auquel il venait échapper, que dorénavant les cloches sonnassent à cette heure-là. Cela s'appela longtemps l'Angélus du duc de Bourgogne. Environ 120 chevaliers de la maison du duc d'Orléans se mirent à sa poursuite, mais ne purent l'atteindre. Aucun autre des assassins ne fut pris. La crainte avait troublé tout le monde, et la justice n'avait pas de cours contre un si grand crime. Paris demeura longtemps à se remettre d'un tel événement. Chacun touché d'une si affreuse mort ne se rappelait plus que les aimables qualités du duc d'Orléans. Cette jeunesse qu'on avait vue brillante de tant de beauté et de grâce, ces manières si nobles et si douces, cette bienveillance d'âme et cet accueil encourageant, nulle cruauté, nul emportement dans le caractère, un penchant naturel pour toute chevalerie qui avait fait de lui le patron, l'ami de tous les jeunes gentilshommes et les rassemblait autour de lui comme un cortège élégant. Un savoir si rare dans les seigneurs et les princes qui lui avait donné le goût des lettres et des hommes doctes et éloquents, conversant mieux que personne avec eux et répondant facilement à leurs plus longs discours avec autant de science et plus de courtoisie et d'agrément. On remarquait aussi combien, malgré les désordres de sa vie, sa dévotion était sincère et vive, combien il aimait tout ce qui se rapportait à la religion. Son testament fut trouvé écrit tout entier de sa main 4 ans avant sa mort. Il était plein des sentiments les plus chrétiens. On y voyait le goût et la connaissance familière des divines écritures et des choses saintes. Durant sa vie, il avait été le plus magnifique des princes dans ses dons aux églises. Enfin, la bonté de son âme confiante et sans fiel se manifestait dans la recommandation qu'il faisait de ses enfants aux soins de son oncle le duc Philippe, tandis qu'ils étaient déjà au plus fort de leur querelle. Le duc de Bourgogne, dès qu'il fut arrivé à Lille, convoqua son conseil, ses barons et le clergé, et avisa avec eux sur ce qu'il y avait à faire. Encouragé par leur réponse, il s'en alla à Gand, tenir les états du comté de Flandre. Là, il fit expliquer longuement et avec détail les motifs qu'il avait eu de faire tuer le duc d'Orléans. Ce discours fut rendu très public. On en fit beaucoup de copies qu'on répandit parmi le peuple. Les états de Flandre, d'Artois et des châtellenies de Lille et de Douai lui répondirent qu'il l'aiderait volontiers contre qui que ce fût hormis le roi de France et ses enfants. Les raisons qu'il avait données et que bientôt après il fit développer et maintenir avec plus d'argutie encore devant le conseil du roi se rapportaient tout au bien du royaume et à ses devoirs envers le roi son seigneur. Mais personne ne pouvait croire qu'il eût été porté à une telle action par autre chose que par des motifs personnels. Chacun à cet égard faisait des conjectures et 1000 bruits se répandirent. D'autres répandaient, et ce bruit fut surtout accrédité dans les États de Flandre, que le duc d'Orléans s'occupait depuis longtemps de faire assassiner le duc de Bourgogne, qu'il en avait chargé un chevalier, mais que les occasions avaient manqué. Des motifs d'une toute autre sorte trouvaient plus de créance dans le vulgaire. On disait que le duc d'Orléans, toujours indiscret dans ses galanteries, s'était vanté un jour à table d'avoir un cabinet orné du portrait de toutes les dames qui lui avaient accordé leur faveur, et que le duc de Bourgogne, entrant dans ce cabinet, y avait vu le portrait de sa femme. On ajoutait que le duc d'Orléans avait aussi célébré dans des vers les plus secrètes beautés de la duchesse de Bourgogne. Quelques-uns croyaient donc que c'était pure vanterie et mensonge du duc d'Orléans. On disait même que la duchesse s'était vue contrainte à porter plainte à son mari de l'audace et de l'insolence du duc d'Orléans. Telle était, comme beaucoup l'ont cru, l'offense qui avait été si cruellement vengée. Et ce n'était pas, disait-on, dans un accès de soudaine colère que le projet avait été exécuté. Le duc de Bourgogne avait réuni ses conseillers, leur avait fait part de sa formelle volonté, demandant seulement leur avis sur l'exécution. Après diverses excuses et maintes délibérations, son conseil lui avait dit que du moins fallait-il prendre le prétexte du bien public et commencer par gagner l'opinion populaire, surtout celle des Parisiens. À cet égard, leur indication avait été suivie avec succès. Le duc était devenu le favori du commun peuple de Paris. Et même après son crime, on y disait tout bas que le bâton épineux avait été raclé par le rabot. La duchesse d'Orléans plongea dans un affreux désespoir. Elle déchirait ses vêtements et s'arrachait les cheveux. Après les premiers accès de sa douleur, elle se rendit à Paris pour demander justice. Elle arriva le 10 décembre 1407 par le plus rude hiver qui se fût vu depuis plusieurs siècles. Le duc de Berry, le duc de Bourbon étaient venus au-devant d'elle. Son char était couvert de drap noir et traîné de 4 chevaux blancs. Elle était en grand deuil. C'était le cortège le plus auguste et le plus lugubre qu'on eût jamais vu. Elle descendit à l'hôtel Saint-Paul. Le roi jouissait alors d'un peu de raison.
Elle se jeta à genoux devant lui en pleurant et porta plainte de la cruelle mort de son époux et seigneur. Le roi, pleurant aussi, la releva, l'embrassa et lui dit qu'il prendrait sur sa requête l'opinion de son conseil. Elle retourna à son hôtel accompagnée des princes. Mais bientôt ce lui fut une nouvelle douleur d'apprendre que le duc de Bourgogne se disposait à revenir et de voir que personne ne songeait à lui résister. En effet, il n'y en avait nul moyen. On manquait d'argent et de gendarmes. Le peuple de Paris se montrait chaque jour plus favorable au duc de Bourgogne. Il n'était plus question que de désarmer sa colère. La duchesse d'Orléans, au désespoir de ne pouvoir rien faire pour obtenir justice, partit pour Blois, résolue de s'y fortifier. En quittant Paris, elle aurait pu avoir un chagrin de plus, si elle eût su que le peuple lui imputait encore d'être cause d'une nouvelle rechute du roi dans sa déplorable maladie. Le duc de Bourgogne avait mandé ses hommes d'armes et levé de l'argent. Le conseil du roi, voyant qu'on était à sa merci, avait essayé de trouver quelque apparence honteuse. Le comte de Saint-Pol avait été envoyé à Lille pour proposer au duc de Bourgogne de venir exposer ses motifs et sa justification, et de livrer les assassins qui s'étaient ouvertement réfugiés dans ses États. Quant à lui, on l'assurait d'une complète impunité. Le duc Jean s'offensa d'une telle proposition. Il répondit qu'il n'avait nul besoin qu'on lui accordât impunité, et qu'il ne livrerait personne. Son assurance fut telle qu'il fit partir son chancelier et un de ses secrétaires pour aller, disait-il, expliquer au conseil du roi la vérité sur cette affaire. Le duc de Bourgogne se montra intraitable. Il dit obstinément que jamais il ne demanderait pardon au roi, qu'il ne voulait aucune grâce, qu'au contraire, il lui semblait que le roi et son conseil devaient lui avoir de grandes obligations à cause de ce qu'il avait fait. Pour soutenir cela, il avait amené avec lui maître Jean Petit, de l'ordre des Cordeliers, docteur en théologie de l'université de Paris, qui prouvait doctement et par des arguments en forme que le duc de Bourgogne avait agi licitement, qu'en outre, s'il n'eût pas fait ainsi, il aurait grandement péché. Rien ne pouvait se conclure. Le duc de Berry signifia à son neveu de la part du roi de ne pas venir à Paris sans y être mandé. Le duc de Bourgogne répondit qu'au contraire, son intention était d'y aller dans le plus bref délai, pour s'expliquer devant le roi. Ce fut ainsi qu'ils se quittèrent. Mais le duc Jean put déjà s'apercevoir que la plus grande partie des seigneurs de France le haïssaient secrètement, bien qu'il n'en fisse encore rien paraître. Il fit son entrée dans Paris le 20 février. Il traversa la ville au milieu d'une foule de peuple qui l'eût reçu avec de grandes acclamations, criant « Vive le duc de Bourgogne !» et « Noël !» comme si le roi eût fait son entrée. Ce fut un grand chagrin pour la reine et les autres princes. Il s'en alla descendre à son hôtel d'Artois. Il garnit tous les alentours de gens de guerre et prit de grandes précautions pour sa sûreté, jusqu'à se faire construire une chambre toute en pierre de taille et forte comme une tour. Il ne sortait jamais que bien accompagné. Le commun peuple, sans songer plus que de coutume à ce qui en pourrait arriver, mettait en lui l'espérance de ne plus payer les tailles et lui montrait de plus en plus son affection. Aussi le duc de Bourgogne faisait-il une grande peur à tout le monde. Ni prince ni seigneur n'osait faire ou dire la moindre chose qui pût lui déplaire. La reine même se contraignit jusqu'à lui faire bon visage. On voulut du moins obtenir de lui qu'il renonçât au dessein d'avouer publiquement la mort du duc d'Orléans et d'en déclarer les motifs. Toutes les prières furent inutiles, c'était sa volonté. Il lui fallut une audience solennelle du roi, et là il demanda jour pour faire établir les motifs qu'il avait eu de faire périr le duc d'Orléans. Le roi se trouva malade ce jour-là. Ce fut le dauphin qui occupa sa place. Tous les princes, les conseillers du roi, un grand nombre de comtes, barons, chevaliers et écuyers, une foule de docteurs et autres clercs, une multitude de bourgeois et de gens de divers états composaient cette assemblée. Ce fut devant elle que maître Jean Petit proposa la justification du duc de Bourgogne pour le meurtre du duc d'Orléans. Il commença par dire que le duc de Bourgogne, comte de Flandre, d'Artois et de Bourgogne, 2 fois pair de France et doyen des pairs, venait en grande humilité par devers la très noble et très haute majesté royale pour lui faire révérence et toute obéissance comme il était tenu de le faire par obligation. Le docteur rappelait encore le devoir imposé au lit de la mort par le duc Philippe à ses enfants de garder loyalement la personne du roi. Car il se doutait très grandement que ses adversaires machinaient de lui enlever la couronne, et il avait très grande peur qu'ils ne fussent plus forts après son trépas que lui vivant. Ces choses sussent dites considérées, mon dit seigneur de Bourgogne ne pouvait avoir en ce monde une plus grande douleur en son cœur que de voir le roi prendre déplaisance envers lui du fait advenu sur la personne de feu le duc d'Orléans dernièrement trépassé, lequel fait a été perpétré pour le très grand bien de la personne du roi, de ses enfants et de tout le royaume. S'excusant ensuite de la faiblesse de son mérite, de la grandeur du sujet et de la dignité des personnes, maître Petit n'y vit aucun remède que de se recommander à Dieu. Le discours terminé, maître Jean Petit requit le duc de Bourgogne de l'avouer de ce qu'il avait dit, ce que fit hautement le duc, se réservant de dire au roi, quand il en serait temps, des choses plus graves encore.
Sur cela, l'assemblée se sépara, et le duc retourna en son hôtel accompagné de ses gendarmes et de ses arbalétriers. Tous les gens d'honneur et de doctrine furent grandement scandalisés de cette justification du duc de Bourgogne et des accusations qu'il portait contre la mémoire du duc d'Orléans. Tout ce qu'avait dit maître Jean Petit semblait fort étrange, mais personne n'eût été assez hardi pour en parler tout haut. Seulement on en murmurait beaucoup parmi les princes, les nobles, le clergé et même dans le commun peuple, tout favorable qu'il fût au duc de Bourgogne. Le lendemain, le duc, en présence du dauphin, des princes et des principaux du conseil, alla trouver le roi, le pria de le tenir pour excusé de cette mort et de ne lui garder nulle rancune, car il ne croyait aucunement avoir mal fait. Il lui présenta aussi à signer des lettres. Le roi, dont le sens était affaibli, même hors de ses accès, et qui faisait ce qu'on voulait, signa ces lettres, et fit au duc un accueil assez doux et bienveillant. Pourtant, il dit, en lui remettant les lettres, qu'il pouvait abolir la peine, mais non le ressentiment de tous, et que c'était à lui de se garder d'un péril qui était peut-être plus proche qu'il ne croyait. Le duc répondit fièrement qu'il ne craignait aucun homme vivant tant qu'il serait en la grâce du roi. Le duc de Bourgogne était donc souverain maître du gouvernement, et tout se faisait par sa volonté. Pour venir en France s'emparer de tout pouvoir et pour contenter sa vengeance, le duc avait négligé une affaire importante en Flandre. La révolte des Liégeois avait fait de grands progrès. Maintenant, avec une armée nombreuse, maître de tout le pays, il tenait à siéger dans Maastricht leur évêque. Maastricht était sur le point de tomber entre leurs mains. Le duc Jean manda à tous ses vassaux des deux Bourgognes de venir le joindre en Flandre et se vit forcé de quitter Paris. Il alla d'abord à Arras, où il installa solennellement comme évêque Martin Poré, son confesseur, religieux de Saint-Dominique, qui avait fait une grande apologie du meurtre du duc d'Orléans. D'Arras, il alla à Gand, où était sa femme, et se prépara avec grande activité à la guerre contre les Liégeois. Après qu'il eut quitté Paris, la reine profita de son absence. Les princes étaient d'accord avec elle. La reine, cependant, ne pouvait pas revenir à Paris où le peuple lui était si contraire sans avoir assez de puissance pour le dompter. Elle manda des gendarmes, et environ 2 mois après le départ du duc de Bourgogne, elle fit son entrée à Paris. Elle était en grand appareil de guerre, 3000 hommes d'armes divisés en 3 corps de bataille formaient son cortège. Ce fut ainsi qu'elle traversa Paris et vint se loger au Louvre. Les Parisiens lui montrèrent grande joie et crièrent Noël sur son passage. On s'étonnait cependant beaucoup que la reine et les princes fissent une entrée si auguste et menaçante, telle que les rois seuls la pouvaient faire. Cependant, la situation dangereuse où se trouvait alors le duc de Bourgogne et ce qu'on rapportait de l'état de ses affaires en Flandre donnait courage à la reine et aux princes. La guerre avec les Liégeois était devenue de plus en plus terrible. Ces ravages n'ébranlaient point la constance des Liégeois. Au nombre de plus de 40 000, ils entouraient Maastricht et se croyaient sur le point de s'emparer de la ville et de prendre leur évêque et seigneur, qui bientôt ne pourrait plus se défendre. En même temps, ils faisaient dans le Hainaut des courses aussi cruelles que celles dont leur pays était abîmé. Les Liégeois étaient nombreux. Leur camp devant Maastricht semblait une grande ville bien fortifiée et abondamment approvisionnée. Le duc, qui était homme de sage conseil, bien qu'il sût assez mal s'expliquer et discourir, vit qu'il importait d'agir prudemment. Il commença par négocier. Les propositions pacifiques confiées aux Liégeois furent mal accueillies. Les Bourguignons s'avancèrent par cette voie romaine qui traverse le pays de Liège et qu'on nomme la chaussée Brunehaut. Cependant, le duc essayait toujours d'en venir à un accommodement. Son armée, toute choisie qu'elle était, semblait bien peu nombreuse en comparaison des forces de l'ennemi. De là, les Liégeois se rendirent à Tongres, qui n'est qu'à 5 lieues de Liège. Le duc de Bourgogne était campé tout auprès. Quand il sut que l'ennemi venait à lui, il n'en parut ni effrayé ni affligé. Après avoir tenu conseil, il marcha aux ennemis. Bientôt, on les découvrit disposés en belle ordonnance dans une position que l'on nommait le champ de Hasbin. Ils portaient la bannière de Saint-Lambert de Liège et toutes les bannières des divers métiers. Alors le duc se résolut à les attaquer, pensant que ceux qui cherchent la bataille ont meilleur courage que ceux qui l'attendent. Aussitôt il proféra son cri de Notre-Dame au duc de Bourgogne et se mit en marche. Le duc de Bourgogne acquit ce jour-là une grande gloire parmi tous les chevaliers et hommes d'armes. Le fort de la bataille porta au lieu où il se trouvait. Les Liégeois se dirigeaient sur sa bannière et c'est là que se passa le plus grand carnage. Il fut pendant plus d'une demi-heure parmi la mêlée, au milieu des traits, des dards dont il fut atteint maintes fois mais non blessé. Il vit tomber près de lui plusieurs de ses chevaliers. Rien ne put ébranler son courage ni sa constance. Monté sur un petit cheval, car il était faible de corps et n'avait pas grande mine, il courait des uns aux autres, encourageant tout le monde et payant de sa personne. Ce fut là qu'il gagna son surnom de Jean sans peur. Ce récit ne donne pas non plus une idée assez vive de l'horrible carnage qui fut fait des Liégeois révoltés.
le duc défendit qu'il leur fût accordé aucun quartier, ni que personne ne fût reçu à rançon.